Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette, consultante en communication, notoriété, gestion d'image et de réputation. Pour tous ceux qui développent une personnalité numérique, tiens, je vais dire ça comme ça, personnalité numérique, mais qui déborde aussi, personnalité médiatique, personnalité 360, c'est qu'on va appeler. Vous savez, il y avait depuis longtemps, il y a des spécialistes de relations publiques qui sont habitués à gérer des réputations ou développer, en fait, des réputations dans les médias traditionnels. Et ça, c'est une façon de faire assez contrôlée, je dirais, même que l'idée, lorsqu'on développe une réputation avec les médias, c'est absolument d'avoir leur attention, d'espérer qu'ils publient un petit papier, un petit portrait sur notre client qui parle depuis tous les temps, c'était de son entreprise, mais je dirais que le personal branding, là, comme on appelle, là, ça existe quand même depuis longtemps. Isabelle Hudon a été pionnière dans cette façon de faire-là. Je dirais peut-être que ça a été influencé justement par le leadership féminin, une façon de faire parler de son expertise puis de son parcours par les médias. À l'époque, c'est quand elle a été nommée à la tête de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Donc, il y avait eu beaucoup de papiers là-dessus, première femme à cette place-là, etc. Puis, dans son cas, c'était une stratégie pour développer sa carrière, puis une stratégie brillante, parce qu'elle est rendue présidente de la BDC, qui est, je ne sais pas combien de milliards elle gère aujourd'hui, mais ça a été une entreprise, donc, très, très fructueuse. Et parallèlement à ça, il y a le monde du numérique qui a commencé à se développer. Là, il y a des gens qui ont commencé à être très connus sur le numérique et tout ça. Et c'est une façon de se développer qui est différente. C'est à un moment donné, le feu prend, ça devient quote-unquote viral. Et il n'y a pas vraiment de contrôle sur cette information-là qui se propage, où ça n'avait pas l'air contrôlé, souvent. Donc, les vidéos qui devenaient virales ou les gens qui devenaient très, très connus suite à des pièces de contenu qui partaient en vrille sur le web, c'était plus... ça avait l'air des accidents. Bon, évidemment, ça s'est raffiné. Et ces accidents-là ont été mis en place par des stratèges et créés par des gens qui sont devenus experts là, dans le développement d'une réputation numérique. Mais leur intention à ces cracks du développement sur le web, là, c'est plutôt de vendre un produit, faire connaître quelque chose. C'est pas de gérer des grandes entreprises puis des réputations. Est-ce que vous me voyez venir, là? Parce qu'aujourd'hui, on va parler des scandales de relations publiques qu'il y a eu ici au Québec, parce que je sais qu'il y a du monde qui m'écoute à l'extérieur de nos frontières, mais donc ici au Québec, on a eu 2 gros scandales. je dis gros. On a eu 2 dérives réputationnelles qui ont eu certaines conséquences dans un cas dans les derniers jours ici au Québec. Donc, la réputation, ça ne se gère pas je dirais, en réponse. Une réputation, ça se développe lorsqu'on fait des plans, lorsque c'est réfléchi. On peut pas faire ça par accident. Puis c'est un peu ce qui arrive quand on veut absolument se développer sur le numérique puis qu'on n'est pas entouré d'experts. Parce qu'évidemment, vous allez dire, Jeannie, tu prêches pour ta paroisse parce que c'est ça que tu fais. Ben oui, mais on dirait que les gens pensent pas à ça. Ils deviennent des stars du numérique. Ils sortent d'une télé-réalité avec des milliers, des centaines de milliers de followers. Puis,
ils vont confier, disons, la gestion de leurs réseaux sociaux à des gens qui vont essayer de leur faire profiter, monétiser leurs réseaux sociaux. Mais ces gens-là qui aident à monétiser ou qui aident à développer, c'est pas des experts en réputation. Puis la réputation, c'est un actif qui est hautement monétisable, c'est ça qu'ils font. Puis on peut pas gérer ça de la même façon lorsqu'on vient juste d'avoir un actif. Donc, ceux qui deviennent connus après un clip viral, ceux qui deviennent connus après de la télé-réalité, ceux qui deviennent connus, tu sais, tout d'un coup. On peut pas gérer ça de la même façon que quelqu'un qui a construit pendant des années une réputation. Là, tu joues avec un actif qui a déjà beaucoup de valeur, peu importe le nombre de followers, et ça doit être manipulé avec doigté. Et c'est ça que je dis souvent, c'est qu'on ne peut pas confier ça à un crack informatique de 23 ans. Une réputation qui a pris parfois 15, 20 ans à développer. Puis là, oui, aujourd'hui, on développe des réputations d'humains plus, hein, et ils se sont rendus compte de ça il y a quelques années. Donc, tu sais, il y a quelques années, on développait des brands, puis là, on suivait des brands, alors que maintenant, les gens suivent des humains. Donc, le milieu corporatif se réveille, puis là, ça se dit « Oh my God, OK, on va mettre l'entrepreneur devant l'entreprise, puis on va mettre la personne où, tu sais, c'est pas obligé d'être le propriétaire, ça peut être le PDG, ça peut être une personne qui devient l'image de l'entreprise qui se met à parler. Mais ça peut pas être improvisé, ça. Puis aussi, autre affaire, tu sais, si t'es habitué de gérer une marque, tu peux pas gérer ça la même chose qu'un humain. Bref, venons-en aux dérives. Première chose qui se passe il y a quelques jours, c'est Luc Poirier, qui est un entrepreneur ici au Québec, qui a un immense succès, là, mais un immense, dans le sens où il est extrêmement prolifique, il est plusieurs fois millionnaire, puis pour ne pas dire, je sais pas s'il n'y a pas plus que, tu sais, je sais pas c'est quoi sa fortune, là, mais tu sais, on est dans le 100 millions, là, certain. Alors, lui est très indépendant financièrement, donc très indépendant de pensée aussi. Donc, on s'entend que c'est quelqu'un qui aime la visibilité, manifestement, parce qu'il a fait occupation double dans les débuts, alors qu'il était déjà assez confortable financièrement. Donc, pourquoi faire occupation double autrement qu'avoir les yeux du public? Donc, manifestement, il aime être dans l'œil du public, il aime partager ses opinions, il aime mais être reconnu en plus, donc un certain besoin de reconnaissance. Puis, il se sert aussi de son statut pour partager des conseils en finance, partager des conseils par rapport à l'argent. Donc, parce qu'il souhaite que les gens soient plus conscients du potentiel là, économique que chaque personne a. Fait que tout ceci est louable. Là. Fait que c'est un gars qui communique. Puis il communique pour plusieurs raisons. Il y a sa femme aussi, Isabelle, qui a fait l'émission Vie de rêve, qui a mis en scène plusieurs femmes. Nancy, bon, je sais pas si j'en ai parlé dans le podcast, mais j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Moi, j'ai rien contre ça. Au contraire, je les admire, les filles qui ont fait ça. Ça prend beaucoup de courage, surtout au Québec, là où l'argent est très tabou. Alors, donc, Luc Poirier, dans le cadre d'une entrevue qu'il donne à Cube. Mais là, aujourd'hui, quand tu donnes une entrevue dans les médias, ça peut être clippé, puis ça peut être reproduit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est plus aussi éphémère que ça l'était. Alors, il donne une entrevue à Cube et il critique Louis Morissette et sa fondation. Et là, il va dire que... Parce qu'ils sont en train de parler de caritatif, puis là, lui, il dit « Moi, je fais du vrai caritatif, je suis pas sûre que Louis Morissette... » Puis là, je paraphrase, là, ça se peut que je dise pas exactement là, ce qu'il a dit, mais ce qu'il dit, c'est que lui, il donne vraiment
Oui, c'est vrai qu'on voit son opulence, puis tu sais, tout le luxe dans lequel il vit, puis qu'il ose le montrer. Mais que lui, il redonne beaucoup, puis il redonne pour vrai, puis il se prend pas de cachet quand il fait des événements bénéfices, puis contrairement à Louis Morissette qui, lui, à chaque fois qu'il fait un événement bénéfice, il se prend un cachet, il redonne pas tout dans le fond, puis eux, ils cachent leur richesse, etc., etc. Donc, il commente sur un milieu qui connaît pas tant que ça, parce que la notoriété au Québec et le milieu artistique, c'est comme le monde des affaires, c'est un milieu où il y a un code. C'est un milieu où il y a certaines façons de communiquer, puis il y a certaines affaires qui se font pas. Puis, règle générale, là, je vais vous donner une règle générale en relations publiques. Là. Quand tu es quelqu'un de connu, là, tu peux faire des commentaires sur quelqu'un d'autre. Tu as le droit de critiquer. OK? Tu as le droit de critiquer à tes risques et périls. Puis des fois, c'est une stratégie sur les réseaux sociaux de faire de la critique pour espérer que quelqu'un d'autre vienne répondre puis que ça crée de l'attraction puis ça augmente ton nombre de views, là. Sauf que tu peux pas, tu peux pas punch down. Tu peux punch up, mais tu peux pas punch down. Je vous explique ce que c'est. Tu peux frapper par en haut, donc tu peux... En fait, c'est que tu peux critiquer quelqu'un en haut de toi, mais pas critiquer quelqu'un en bas de toi. Parce que ça sera pas bien perçu par le public. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Luc Poirier, du haut de ses centaines de millions de dollars, critiquer Louis Morissette, qui par la perception du public n'est pas aussi nanti, n'est pas aussi privilégié, n'est pas... et donc, est en situation, pas de faiblesse, mais je dirais... donc, tu sais, ça fait le big qui critique quelqu'un qui est... Enfin, déjà là, c'est une règle générale, hein, je vous dirais, il y a certaines particularités, mais donc, de critiquer quelqu'un qui est en bas de toi, c'est pas une bonne idée. Donc, ça, c'est pas super bien perçu. Puis aussi, au niveau médiatique, l'influence de Louis Morissette, les médias ont besoin de Louis Morissette. Les médias ont surtout besoin d'une Véronique Cloutier aussi. Tout ce qui est Louis Morissette et Véronique Cloutier fait beaucoup de clics. Alors, si tu critiques quelqu'un qui a ce genre d'influence-là dans les médias, il va y avoir une tempête, là. Il va y avoir une grosse tempête. Et là, évidemment, Louis a répondu et ça a été une déferlante, là. Louis a répondu, Véro a appuyé. C'était... Donc, là, il y a eu une crise, ce qu'on appelle une gestion de crise médiatique. Parce que cet appel-là, les journaux l'ont repris, à tout le moins numériquement parlant. Les gens en ont pas beaucoup parlé. Ça a fait boule de neige. Mais je dirais que c'est resté dans les médias parce que c'est une chicane de vedette, finalement. Tu sais, à quelque part, c'est une chicane de vedette. Ça atteint pas nécessairement le grand public. Certaines personnes en ont parlé, mais... à la limite, Luc Poirier n'a pas besoin du public pour exercer sa fonction. Alors, à la limite, il sent... probablement que ça ne dérange pas tant que ça. C'est sûr que si tu veux être connu puis si tu cultives une image publique, probablement que tu es conscient du fait que là, ça te fait mal. Et il s'est reviré de bord assez vite, hein, il s'est excusé. Ce qu'il a écrit a été... il était senti, selon moi, sage aussi. Donc, il a présenté ses excuses à Louis. Il a dit que ce qu'il a partagé, oui, effectivement, il n'y avait pas de preuve de ça, à savoir, il se prend-tu un cachet, il se prend-tu pas un cachet, c'est quelque chose qu'il avait entendu d'une tierce personne, médiatiquement parlant, ces réseaux sociaux, avec tes chums, tu peux peut-être que, colporter des choses dont tu n'as pas vu les preuves. Mais journalistiquement parlant, puis dans un monde de médias, donc de personnalités médiatiques et très populaires comme Louis Morissette, faut vérifier les faits.
Et si tu n'as pas vérifié tes faits, ben les médias vont prendre la partie de Louis Morissette, parce qu'il y a ça aussi qui est arrivé. C'est-à-dire que, on va prendre le côté de qui là-dedans pour propager la nouvelle. Fait que ça, somme toute, ça a fait du bruit, mais ça a été géré assez rapidement parce que ça n'a pas débordé. C'est resté une crise, une gestion de crise old school, que je vous dirais, parce que c'est pas descendu dans le public en tant que tel. C'est resté dans les médias. Mais là où c'est très dangereux aujourd'hui, puis là où on peut plus faire gérer notre réputation, que ce soit l'entrepreneur ou l'entreprise, parce que dans le prochain cas qui est Pizza Salvatore, là, c'est une entreprise qui existe depuis 60 ans, là. Hein? Fait que ça fait longtemps là, que la réputation, elle a été développée à coup de, beaucoup de travail et beaucoup d'investissements, surtout dans les dernières années. Donc, on monte la valeur d'une réputation, on monte la valeur d'une entreprise par le biais de la notoriété, puis par le biais du génie des réseaux sociaux que démontre, Elisabeth, je sais pas si, moi, je semble penser que c'est Elisabeth Abatiello, donc qui est à la base de ça, de ce renouvellement de l'entreprise qui a été achetée. Donc, Pizza Salvatore existe depuis longtemps, a été fondée par le père, les 3 enfants, je pense que c'est 3, il y en a peut-être 4. 4 enfants rachètent l'entreprise et deviennent des personnalités numériques, des personnalités connues numériquement. Elisabeth en avant-plan, qui semble être en maîtrise de ses réseaux sociaux, qui part un podcast, qui devient donc, qui s'exprime sur plusieurs sujets. Et les frères aussi, donc Frédéric et Guillaume, et ils commencent donc à avoir, ça déborde, leur popularité déborde celle de Pizza Salvatore. Maintenant, avant la crise qui s'est passée la semaine passée, on va mettre la table avec quelque chose. C'est que Pizza Salvatore doit sa croissance fulgurante des dernières années à une stratégie de développement de la réputation du brand et des entrepreneurs derrière le brand qui a été savamment orchestrée, mais je ne sais pas à quel point ça a été entouré, parce que quand on se met à avoir une croissance fulgurante, peut-être que des fois ça déborde. Donc, placement de Pizza Salvatore dans toutes les émissions les plus populaires auprès des jeunes. Donc, Occupation Double, donc Big Brother. Donc placement, Pizza Salvatore, on les voit partout, devient partie intégrante et c'est un placement gagnant. Dans le cas parce que c'est bien fait, ça ressort, les jeunes aiment ça, on entend parler partout. Si on écoute Occupation Double, là, on a le goût de manger de la pizza Salvatore. Ça a été très bien fait. Alors, et donc, croissance à cause de ça. On commence à connaître donc de la publicité gagnante qui fait augmenter la valeur d'une marque. Ensuite, parallèlement à ça, il y a les réseaux sociaux des différents dirigeants qui commencent à se développer. Le ton est bon, l'association avec des émissions qui sont très populaires par des gens qui consomment beaucoup du numérique fait que ça augmente beaucoup en vues. Ils ont beaucoup de vues, ils ont beaucoup de followers, etc. Fait que là, ils deviennent populaires. Eux autres aussi. Donc, ils sont un peu populaires. Donc, experts en notoriété, retenez ça, là, ils deviennent populaires. Alors là, on met la table à ce qui se passe la semaine passée. Guillaume Abatiello est invité à une émission de Radio-Canada avec Marie-Louise Arsenault. Une émission qui est quand même, somme toute, je dirais, très gauche, média, à la limite, vous savez, à l'époque, il y avait la culture populaire puis la culture cultivée. Puis ça dure depuis tous les temps là au Québec. Il y avait les chansonniers puis les chanteurs populaires. Puis, il y avait comme un clivage en culture au Québec. Puis il y a les régions d'un bord, puis Montréal de l'autre bord. Il y a un certain snobisme dans la culture qui perdure. Pourtant, là, aujourd'hui, s'il y a un moment où ça devrait plus perdurer, là, un moment où on est en crise puis on perd
vraiment tout ça. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle, mais donc ce clivage-là existe toujours. La culture cultivée que représente cette émission-là existe toujours. Donc, tu sais, on lève un peu le nez sur du occupation double, puis etc., etc. Donc, Guillaume s'en va là, il est invité, puis c'est un peu, tu sais, l'entrepreneur, culture populaire, un peu tout ça. Fait qu'il s'en va faire l'émission. Est-ce que c'est un peu un dîner de con? Je ne le sais pas, j'ai pas écouté l'émission. Mais il fait l'émission, puis là, il est avec le ministre de la Culture, est là, déjà. Et tout le monde parle de la culture qui est en crise, ce qui est vrai. Tout le monde parle du fait que plus personne consomme les émissions, ce qui est vrai. Difficulté d'atteindre le public, ce qui est vrai, parce qu'il y a tellement de compétition. Maintenant, il y a du contenu partout sur le numérique, Il n'y a plus juste les 5 postes télé quand on était jeune. Fait que bref, l'émission se passe, puis là, Guillaume s'en va dans son auto et dit « Hey, là, je viens pendant 1 heure, tout le monde dit « La culture est en crise, on veut plus d'argent, on veut plus d'argent, on veut plus d'argent. » Puis dis-tu moi ou moi, là, quand mon entreprise, elle va pas bien, je dis pas au gouvernement « Je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. » Je me demande qu'est-ce que je fais de pas correct, qu'est-ce qui se passe avec mon produit, ce que je fais, c'est-tu de la merde? Je me pose cette question-là. Là, je le cite, c'est ça qu'il a dit. Fait que là, il dit ça, il fait un post, puis là, il envoie ça sur ses réseaux sociaux. Parce qu'il dit, moi, je réussis à avoir plus de reach avec mon téléphone que vous autres avec toute votre capacité de production puis tout votre budget. J'ai plus de reach que vous autres. Vous pourriez pas vous demander si vous faites ce que vous faites, c'est pas bon. Là, oh boy. Là, c'est une autre affaire. Est-ce que c'est pas punch up, punch down? C'est-à-dire que là, Guillaume s'en prend à la culture, qui est un milieu en crise. C'est encore du punch down, là. C'est-à-dire qu'il va critiquer quelque chose qui est en détresse par rapport à lui, son entreprise, qui est vraiment, vraiment florissante. Ce qu'on voit partout, c'est que c'est une croissance fulgurante. Pizza Salvatore, qui sont rendus à 100 franchises, ils en veulent 500 jusqu'à, c'est comme incroyable à quel point ça va bien, là, Pizza Salvatore. Puis là, ils critiquent publiquement quelque chose qui est en crise puis qui va disparaître. Puis est-ce que c'est un enjeu qu'il connaît bien? Puis s'il dit ça là, pourquoi qu'il l'a pas dit dans l'émission? Fait que déjà là, donc, une règle que tu fais pas en relation publique, tu critiques pas quelqu'un qui est en bas de toi. Fait que là, il fait ça. Fait que là, ça paraît déjà pas bien. Mais là, lui, là, c'est pas Luc Poirier, qui est un investisseur immobilier qui achète des terrains, puis qui spécule, puis qui joue dans les hautes sphères, puis qui n'a rien à vendre au public, là. Absolument rien à vendre au public. Luc Poirier, c'est un indépendant de fortune, un indépendant de tout ça, là. Guillaume Abbatiello, il vend de la pizza à monsieur, madame, tout le monde. Et là, il va dire que la culture, c'est peut-être de la merde. Tu sais, qu'il faudrait qu'il se demande un peu. C'était maladroit là, dans la forme, puis tout ça. Mais là, ce qui est arrivé par après, puis pourquoi ça, c'est une vraie crise? Puis pourquoi ça, c'est une vraie crise à l'ère du numérique? C'est que là, on est dans le J-Lo, là. On est un peu dans le J-Lo. Si vous écoutez mes épisodes, si vous vous intéressez là, à quel point la notoriété, puis la réputation, puis la gestion de tout ça sur le numérique peut avoir des conséquences graves quand ça s'en va jusque dans le public, puis que là, tu peux plus gérer justement la crise parce que tu as perdu le contrôle. Allez écouter l'épisode sur Jennifer Lopez. Allez écouter cet épisode-là, vous allez apprendre des affaires. À chaque fois que je raconte cette histoire-là, les gens disent « Mais voyons donc, comment ça, je suis pas au courant de ça? » Ben oui, mais c'est parce que c'est même plus dans les médias, c'est dans c'est des mains des gens. C'est une perte de contrôle totale du narratif, et c'est arrivé dans le cas de J-Lo. Vous irez écouter cet épisode-là. Donc, dans le cas de Guillaume Abbatiello, ce qui est arrivé, c'est que là, évidemment, le milieu de la culture, que là, tu dis pas à ceux qui ont le contrôle des médias, puis ceux qui ont le contrôle du narratif, puis ceux qui ont... Parce que là, tu penses que t'es populaire avec 20 000 personnes qui te suivent, là. C'est parce que là, tu sais, il y a un paquet de monde là-dedans qui en a beaucoup plus de monde qui te suivent, là, puis qui vont aller défendre leur paroisse, puis qui vont aller dire, et là, c'est arrivé, là, ça a été la déferlante, là. Là, tu penses que c'est de la merde, puis etc. Et là, c'est parti en vrille. Là, justement, Louis Morissette a répondu.
il y a un paquet de monde qui s'est mis à répondre, mais là, c'est là que c'est devenu grave. C'est que là, tu vends quelque chose au public. Là, je vois passer un post de Gino Chouinard qui dit « Moi, je boycotte Pizza Salvatore ». Ensuite, des gens du milieu qui se mettent à partager le logo de Pizza Salvatore avec un emoji, avec l'emoji qui vomit. Puis qui, là, ils disent « On y va plus », puis on boycotte ça, puis on y va pas. Puis c'est parce que là, ça a des conséquences là, sur ta business. Puis ça a des conséquences sur tous tes franchisés. Ça a des conséquences sur tout le monde. Parce que là, et là, le public commence à avoir des opinions là-dessus parce que quand tu gérais une crise au secours, c'est que si tu faisais une bourde, les journalistes en parlaient, puis c'est les journalistes qui contrôlaient le narratif. C'est les journalistes qui savaient, mettons, les journalistes en parlent jour 1, c'est épouvantable ce que Guillaume a fait, etc., etc. Puis le jour 2, le chroniqueur dit telle affaire, il explique, tu sais, mettons, Patrick Lagacé va expliquer pourquoi c'est épouvantable, qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, Richard Martineau va en remettre, puis là, après ça, Sophie Durocher, puis là, tu sais, là, ils vont en parler. Mais à un moment donné, ils vont arrêter d'en parler. Parce que là, l'éditeur va dire, ben là, ça va faire. Et là, quand il arrête d'en parler, le public en entend plus parler. Puis, la crise est finie. Hein? Ou là, tu réponds un peu. Mais là, dans ce cas-ci, la crise a débordé les médias. Ça s'est rendu un peu plus parce que là, il y a eu de l'appel au boycott. Le public a commencé à dire « Moi, je trouve ça épouvantable. Je veux plus aller chez Pizza Salvatore. » Puis c'est des gens qui aiment, qui disent « Va plus chez Pizza Salvatore. » Donc, là, Elisabeth, tout de suite, s'en va faire une tournée médiatique pour essayer de contrôler le message, contrôler ce qui s'est passé, expliquer ce que Guillaume a dit. Nous, on se remet en question. J'ai pas dit que toute la culture, c'était de la merde. Je me suis demandé si on devrait pas se poser cette question-là. Tu sais, elle a ramené le débat, oui, mais ça avait déjà débordé. Tu sais, ça a déjà affecté, j'imagine. Puis là, je me disais, hey, les franchisés, là, tu sais, parce que, exemple, je me disais, dans les cas de porte-parole, parce que moi, j'ai souvent géré des contrats de porte-parole. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis avocate aussi, là. J'oublie souvent de le dire. Mais j'ai souvent géré des contrats de porte-parole. Puis dans les contrats de porte-parole, il y a toujours ce qu'on appelle une clause de moralité ou une clause de non-scandale. C'est-à-dire là, tu as une obligation de ne pas faire scandale, sinon on te l'air. Sinon, ton contrat est plus valide, puis on arrête de travailler avec toi. Exemple, il y a 1000 ans, là, vous allez me dire, Janie, t'es une personne, t'es préhistorique. Oui, je suis une personne âgée. Non, il faut que j'arrête de dire ça. C'est pas bon pour mon image, même moi. Mais, mais Normand Brathwaite, là, il s'était fait prendre pour de l'alcool au volant, puis à l'époque, il était porte-parole pour le lait, il était porte-parole pour le Pepsi, il était porte-parole pour plein d'affaires, il faisait des annonces pour toutes, là, il était multimillionnaire du porte-parole, puis il a perdu tous ses contrats, puis même chose, là, vous avez vu Guillaume le Métivier, ça s'appelait Guillaume, hein? Ça s'appelait Guillaume, là, Guillaume Abatello, Guillaume le Métivier, ça s'appelait Guillaume, peut-être pas une bonne idée, les Guillaume, watch out au niveau des relations publiques. Ah, puis il y a Guillaume Dulude aussi qui a eu un scandale de relations publiques. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec le nom Guillaume. Les numérologistes nous le diront, là. Oui, parce qu'il paraît que les prénoms ont des vibrations. Moi, il y a une experte en numérologie qui m'a déjà dit que si j'avais pas de E à la fin de Janie, ce qui est vrai dans les faits, hein, ce qui est vrai parce que c'est sur mon baptistère. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais, donc, il s'appelait Guillaume. Ça fait des scandales dernièrement. Mais je m'en allais avec ça. Ce que je disais, donc oui, c'est que tu perds des contrats. Tu perds des contrats, ça donne des raisons substantielles à ton co-contractant d'arrêter de te payer puis de terminer ton contrat. Est-ce que ça va affecter les franchisés, ça? Est-ce que les franchisés vont pouvoir demander à leur franchiseur « Hey, du fait que ton franchiseur a dit des niaiseries, qui a choqué toute la colonie artistique, que les gens se sont mis à boycotter, puis que là, mes ventes ont baissé, parce que là, c'est à voir, là, si ça va avoir un impact sur leurs ventes, sur ceux qui vont aller chez Pizza Salvatore, parce qu'il y a plusieurs personnalités là, qui ont mis ça sur leurs réseaux sociaux, donc, puis qui ont des audiences, là. Donc, cette tentative-là de discréditer, puis
Puis ça, Salvatore, est-ce que ça va avoir un impact sur les ventes? Puis est-ce que les franchisés vont pouvoir dire, « Hey, moi, vous me devez de l'argent? » Parce que votre porte-parole, parce que là, lui, il est devenu porte-parole, probablement sans gestionnaire de réputation puis de relations publiques, probablement qu'ils traitaient leurs réseaux sociaux encore comme un hobby, comme quelque chose de on the side, comme à côté, comme quelque chose qui n'est pas prioritaire, comme quelque chose que ça vaut peut-être pas la peine d'aller chercher des experts. Non! Appelez-nous! On va vous aider! Ça fait 25 ans qu'on fait ça. Il y a certains codes qu'il faut respecter, surtout quand tu commences à jouer avec énormément de valeur. Parce que là, la valeur du réseau, de la réputation, de l'influence de chacun de ces entrepreneurs-là est énorme. Donc, il faut la protéger en gérant ça stratégiquement. Puis je vous dirais que, le changement de ton, puis ça, on fait tout encore des erreurs là-dedans. Là. Même moi, je suis pas parfaite. Je me suis rendu compte, depuis que je fais ce podcast-ci, où je vous parle directement, je peux... à radio, c'est pas le même ton. Dans le média traditionnel, c'est pas la même façon de parler aux gens. C'est pas... on est dans un poste où il y a des commanditaires, où il y a des gens, etc. C'est pas... là, quand je parle ici en mon nom, sur mon podcast, qui est juste moi, ma réputation, mon réseau, c'est correct. Mais quand je parle au FM 103.3, à faire une femme de soi, c'est tout le FM 103.3, c'est tous les commanditaires du FM 103.3, c'est toute la réputation du FM 103.3. J'ai pas autant de liberté parce que ce que je dis a des conséquences sur toute ma gang. Ce que je dis a des conséquences sur tout le monde qui est là. Donc, et même si je suis habituée donc sur un ton plus, je vais dire réseaux sociaux ici quand je fais mon podcast, je peux parler de la même façon à mon émission de radio, puis je me réécoutais la semaine passée, puis j'étais là, non, faut que je respecte l'environnement dans lequel je suis. Et donc, même si on change de plateforme, à un moment donné, les conséquences, si je devenais donc porte-parole d'une grosse marque par le biais d'un commanditaire à mon podcast, il y a certaines choses, il faut honorer nos partenaires, respecter nos partenaires, rendre grâce. Bref. Fait que tout ceci vous raconte à quel point aujourd'hui, lorsqu'il y a une gestion de crise, puis que ça déborde, puis que ça se rend jusque dans les mains du public, on peut plus gérer ça de la même façon, mais on peut plus gérer, point. Fait qu'à partir du moment où on a pesé sur send, là, on peut perdre le contrôle de la crise parce que c'est plus juste les journalistes qui en parlent, c'est tous les artistes qui regardent, c'est tous les followers des artistes, c'est tous les franchisés, c'est tout le monde dans le public qui peut avoir son mot à dire et qui peut continuer à en parler, continuer à en parler. Là, combien de temps ça va durer, on ne le sait pas. Mais raison de plus pour avoir des gens qui gèrent les communications, des experts en réputation, en gestion de notoriété, en gestion de valeur de nos jours. Fait que ouais, c'était mon récit cette semaine de deux gros scandales. Je dis scandale, mais gestion de crise qu'on a eu donc dans les relations publiques au Québec. Puis juste faire une dernière parenthèse, à quel point là, ça peut avoir de l'impact. J'ai vu la semaine passée une des plus grosses stars en Angleterre en ce moment. Elle s'appelle Maura Higgins. On a-tu un équivalent au Québec? Tu sais, genre Elisabeth Rioux peut-être, tu sais, des influenceurs très, très, très populaires là, qui sort des réseaux sociaux. Tu sais, mettons Marie-Pierre Morin. Tiens, la Marie-Pierre Morin de l'Angleterre en ce moment, qui est immensément populaire, Maura Higgins, vient de sortir d'une télé-réalité où encore, là, tu sais, sa cote d'amour avec le public, elle a encore augmenté. Les gens l'aiment, là. Elle commence à être connue aux États-Unis en plus, là. Tu sais, son étoile est très, très montante. La semaine passée, c'était les British Awards, donc l'équivalent des Grammy, l'équivalent de la disque ici.
Elle s'en va aux British Awards et tard en soirée, dans un party du British Awards, elle a été filmée par quelqu'un qui était au party en train d'embrasser un des participants à l'émission qu'elle vient de faire, qui est marié, que les gens aiment, qui a gagné même l'émission. Puis là, elle est filmée en train de l'embrasser. Ils ont l'air un peu gorlots. Ils ont l'air un peu sous influence. Et là, elle a été filmée en train de l'embrasser. Oh my God, la déferlante. Oh my God, les conséquences sur sa carrière, c'est incroyable. D'autant plus que, tu sais, on la connaît comme étant quelqu'un, justement, qui est sorti d'une télé-réalité amoureuse, qui vient de critiquer. Elle vient la semaine d'avant, elle venait de finir sa relation avec une autre grosse personnalité. On lui avait demandé dans la rue où est-ce que tu penses qui est ton ex en ce moment? Puis elle a dit, probablement en train de me tromper. Tu sais, elle est reconnue comme ayant pas la langue dans sa poche. Là, elle fait l'inverse de ce qu'elle dit. Elle embrasse quelqu'un qui est en couple alors qu'elle vient... Et c'est tout le narratif, là. C'est une catastrophe. Et là, donc, elle s'en va aux États-Unis. Après ça, elle parle pas, là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec sa carrière, ses commanditaires, etc. C'est fou, là, maintenant, là, à quel point, donc, c'est que tu peux, puis ça me ramène à quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport à Guillaume Abatiello, donc, c'est que là, le public, ça se peut qu'il soit fâché. Les artistes, ça se peut qu'ils soient fâchés. Ça se peut qu'il y ait une influence sur Pizza Abatiello, sur Pizza Salvatore, mais l'autre affaire aussi qui n'a pas d'allure par rapport à ça, c'est que tu peux pas aller critiquer le véhicule par lequel tu es devenu, toi, populaire et prospère, c'est-à-dire les émissions de télé que tu as commanditées, qui sont elles aussi subventionnées, qui ont besoin justement de l'argent que tout le monde demandait autour de la table à l'émission de télé. Tu sais, c'est grâce à Occupation Double, puis c'est grâce à Big Brother si Pizza Salvatore a eu une croissance si fulgurante, entre autres. Là, c'est entre autres grâce à ça. C'est grâce donc aux subventions. Donc, en allant critiquer, il y avait aussi, on a mordu la main, par laquelle... faut pas mordre la main qui nous nourrit. Fait que j'ai de la misère à dire bye, c'est ça qui m'arrive quand je fais mon podcast de la semaine. J'ai pas de commanditaire cette semaine, mais je suis ambassadrice de la campagne de Lise Wattier. Et ce que je vous demanderais, au-delà de m'aider à faire connaître le podcast, donc d'aller liker, commenter, vous abonner, s'il vous plaît. Si vous avez un 10 un 15 un 50 à donner à la Fondation Lise Wattier qui aide les femmes à s'autonomiser, à avoir plus d'autonomie, à sortir d'une situation difficile, à développer une entreprise, à s'empuissancer, à trouver des solutions, à prospérer. Si vous voulez m'aider, puis donner un peu à la Fondation Lise Wattier qui est en campagne ce mois-ci, ce serait immensément apprécié. J'ai comme objectif de ramasser 5 000 $ grâce à ma communauté numérique. Alors, si vous pouvez m'aider, ce serait génial. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi cette semaine. Ciao!